Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Lundi, Critique Info, premier numéro. Les informations tournent autour de la coalition FCC Cash. Politique, parlons-en aujourd'hui. Les vrais modérateurs parlent de la FDC risque finalement d'être exclue du gouvernement face à la logique du dédoublement. Le gouvernement, le choix difficile d'Ilunga Ilukamba. Libre débat, Deo Ruguiza réalise des recettes records. Le Cash et le FCC ont déposé leur liste. Liste des ministrables chez Sylvestre Ilunga Ilukamba. La prospérité titre, Régie des eaux, Maître Yoko relance un appel à Félix Tshisekedi. La RDC Pierre Kangoudia au four et au moulin dans la lutte contre Ebola. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous avons 3 sujets aujourd'hui. Le premier va tourner autour du choix qui est difficile de M. Ilunga Ilukamba. Est-il en train de servir 2 maîtres, 2 chefs? Comment ça va se passer? Vous avez certainement entendu parler. M. Ilunga Kamba propose d'aller déposer, je ne sais pas au moment où vous suivez l'émission, peut-être c'est déjà fait ou ça va être fait. Il propose de rencontrer le président Kabila pour essayer de discuter avec lui autour du sujet. Et c'est un article 7 sur 7 qui le dit si bien d'ailleurs qu'il a besoin de le faire. Alors la question est celle de savoir pourquoi devra-t-il aller rencontrer le président, disons le sénateur, l'honorable Kabila. C'est vrai, dans chaque chose, nous devons appeler la raison, essayer de réfléchir pour voir comment cela se passe. À mon entendement, le problème se présente comme suite. D'abord, le Congo n'a jamais connu ce que nous sommes en train de connaître maintenant. Le Congo, depuis qu'il est Congo, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses en 1960, beaucoup d'histoires d'ailleurs, mais depuis 2006, je veux dire depuis 1990 jusqu'aujourd'hui en 2019, si j'ai bonne mémoire, on n'a jamais eu un patron de la majorité présidentielle qui ne soit pas de l'obédience du président en exercice. Ce qui arrive au Congo est tout à fait singulier et particulier. Et tout analyste qui veut être sérieux, s'il sort de cette logique, eh bien, il n'est plus dans la logique de la réflexion scientifique, il est dans le populisme ou dans l'amateurisme tout simplement. Mais quand on veut réfléchir le contexte congolais, il faut d'abord replacer les choses à leur place. Ça veut dire, nous assistons à quelque chose d'inédit, à quelque chose de jamais vu auparavant. On n'a jamais eu un président de la majorité parlementaire qui soit pas de l'obédience du président, qui soit même à l'opposé du président de la République. Ainsi, vous avez un président qui n'a pas de majorité et vous avez une Assemblée nationale qui n'a pas la présidence. Disons, vous avez un Parlement qui n'a pas la présidence. Et c'est même là, c'est même dans ça qu'on rentre dans une sorte de cohabitation beaucoup plus difficile, beaucoup plus hypocrite. Une cohabitation qui ne dit vraiment pas son identité, qui ne décline pas son identité, mais qui nous fait sentir sa puissance. Et cette sorte d'hybridité de système qui est hybride, tantôt cohabitation, tantôt coalition, présage un autre avenir, sinon d'autre chose. Mais il est demandé à tout scientifique, à tout intellectuel de réfléchir convenablement, c'est prendre un peu de distance scientifique pour réfléchir et comprendre comment on peut analyser ce phénomène. Monsieur Ilunga se trouve devant 2 chemins. Il a une sorte de chef, en fait.
Le chef hiérarchique, c'est son chef direct qui est le président de la République. Mais il a encore un autre chef, ça veut dire le chef de sa famille politique. On ne peut pas dissocier ces choses-là. Il est Premier ministre parce qu'il a été proposé par une plateforme politique, c'est la majorité de M. Kabila. Et la majorité de M. Kabila a encore ses leviers. Cette majorité a encore sa façon de faire les choses, a encore de manière de voir les choses. Donc M. Iloukamba ne peut pas aller à l'encontre de son parti, ne peut pas aller à l'encontre de sa famille politique, sauf si les propositions faites par cette famille politique vont à l'encontre du pouvoir, ou sinon de la loi. Mais il est important de dire ici, la discipline politique veut que chaque citoyen qui appartient à une plateforme politique doivent des comptes ou qui puissent devoir faire des comptes, rendre des comptes à sa base politique. Et quand on est Premier ministre issu d'une majorité parlementaire, on a d'abord ce qu'on appelle des carcans. Des carcans qu'on a sont des carcans légaux, des carcans de pression politique. Je suis lié par mon parti, lié par ma plateforme politique et lié par notre autorité qu'ils appellent, eux, leur autorité morale. Et donc, quand on envoie un texte, quand on envoie une monture, il est dans l'obligation de se poser la question, est-ce que réellement ça rencontre réellement l'assentiment du chef de l'État, du chef de l'État, ça c'est une autre paire de manches, mais est-ce que ça rencontre d'abord l'assentiment de notre autorité morale? Et c'est dans ce sens-là qu'il peut aller rencontrer l'autorité morale pour lui dire, voilà les bosses que j'ai. Est-ce que c'est ça à quoi vous vous attendez? Êtes-vous d'accord avec tous ces noms? Si leur autorité morale est d'accord avec ce nom-là, ok, d'accord. Donc, la deuxième étape maintenant, c'est l'étape de la validation. Parce que l'étape de voir M. Kabila, ce n'est pas pour que M. Kabila valide les listes de Cash et FCC, non. Et quand il apporte la liste, en principe, c'est la lettre qui doit concerner M. Kabila, c'est la lettre de ses poulets à lui, de ses pions à lui. Monsieur Kabila, est-ce que les noms qu'on a envoyés vous sont favorables? Est-ce que ce nom-là, vous le connaissez? Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition faite par M. Némi Moulania ou par la coordination du FCC? Oui, je suis d'accord. Très bien. On prend maintenant cette liste-là. On peut l'amener au président pour que le président puisse jeter son dernier regard. En réalité, mesdames et messieurs, M. Iloukamba n'est pas lié légalement par M. Kabila, mais il est lié politiquement par M. Kabila. Refuser de comprendre ça, eh bien, c'est vraiment faire un effort de ne pas comprendre la réalité des choses. J'entends les gens raconter, oh non, mais il ne peut pas le faire, pourquoi il a fait? On a tous envie de le faire, on a tous envie de le dire, mais on est empêché par la raison. On est empêché par la raison. La raison veut que, lorsque vous appartenez à un parti politique, que vous essayez d'en parler. Il n'a pas demandé, il n'a pas amené la liste de tous les ministres pour que M. Kabila puisse dire oui ou non. Non. M. Kabila ne peut pas dire « je ne veux pas voir telle personne à l'UDPS ». Il ne peut pas, il n'a pas le pouvoir. Mais M. Félix Tshisekedi, il peut le dire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nomme à la fin. Il n'y a aucun nom qui passera sans que Félix Tshisekedi ne l'accepte. Ça, c'est la vérité et c'est la réalité. C'est une évidence. Si les noms passent par M. Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il veut que ça passe comme ça. Il ne faudrait pas que l'on dise aux gens, non, on l'a obligé. On n'oblige pas un président de faire. On n'oblige pas à un président de faire. Et un président ne peut pas dire, on est obligé de le faire. Il ne peut pas le faire. Il y a certainement certaines pressions qui doivent être prises en compte pour faire avancer les choses. Parce que la politique du statu quo, ça n'avance toujours pas. Vous allez bloquer aujourd'hui, vous allez bloquer demain, vous allez bloquer un autre jour, mais vous êtes obligé de travailler avec ces mêmes personnes. Donc à un moment donné, il faut élever un peu le débat, il faut un peu se dépasser de certaines pressions qui peuvent nous déranger pour satisfaire tout le monde. Je crois que c'est dans ce sens-là que M. Iloukamba est allé rencontrer le président Kabila, ou il veut rencontrer le sénateur Kabila. C'est dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec le fait que, non, il veut aller demander la permission à M. Kabila. Kabila gère encore tout. Mes frères et sœurs, ce débat-là ne finira jamais. Le débat de qui gère, qui ne gère pas, ça ne finira jamais. Il y a des gens qui veulent élire domicile dans ce débat-là parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'issue. Et les gens aiment bien débattre là où il n'y a pas d'issue parce qu'ils veulent un peu parler, râler et se satisfaire un peu. Mais quand on veut maintenant aller objectivement et pour nous dire qu'est-ce que l'on va faire plus tard, ça on ne le sait pas. Voilà un peu ce que moi je pourrais dire. Mais il faut comprendre d'autres pesanteurs. La première pesanteur, c'est la pesanteur de l'obédience. L'obédience politique du président de la République, l'obédience politique du Premier ministre. Vous avez ici deux personnes qui ont des politiques totalement différentes. Totalement différentes.
M. Félix Tshisekedi combattait le système dans lequel M. Ilunga Nkamba a évolué pratiquement toute sa vie politique. M. Tshisekedi, Félix, combattait le système dans lequel M. Kabila était présent et où même il était l'âme du système en question. Et il a combattu jusqu'à la fin ce régime-là, jusqu'à devenir président lui aussi. Donc ces deux personnes qui viennent de deux familles totalement différentes, même s'ils ont l'idéologie prononcée ou proclamée pareil, mais on sait que dans la pratique de leur idéologie, c'était des contradictions profondes. Et donc, entre-temps, vous avez Félix Tshisekedi et vous avez Kabila Joseph, vous avez deux politiques totalement différentes, vous avez l'état des droits et peut-être une histoire d'instauration de la dictature, de la manigance et bien d'autres. Lorsque vous les mettez ensemble, vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas cohérence, il n'y a peut-être pas intercession. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant comprendre que, étant donné que ces deux personnes viennent des deux partis politiques différents, viennent de deux courants politiques différents, viennent de deux écoles totalement différentes. Bien, bref, il n'y a rien qui les met ensemble, si ce n'est pas des considérations assez sociales. On se pose la question, comment voulez-vous que les deux personnes s'entendent directement et maintenant? Ça se passe, c'est pas normal. Le temps que ça a pris pour qu'ils essaient d'harmoniser leur point de vue, c'est justement le temps de leur conflit. Et d'ailleurs, si on doit être sérieux, on pourra dire que c'est passé beaucoup plus vite. C'est passé beaucoup plus vite parce que, regardez, qu'est-ce qui pouvait mettre ensemble l'UDPS et le PPRD? Qu'est-ce qui pouvait vraiment les unir? Vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. C'est oui et non. Mais comment oui et non peuvent se mettre ensemble et trouver un terrain d'attente et dire nous allons gouverner? C'est à cela que là, la grandeur doit finalement intervenir. C'est là qu'il faut comprendre quels sont les types de concessions qu'ils ont eu à faire. Quel type de compromis ont-ils fait? Parce que politique veut dire concession, politique veut dire compromis. La politique de la rigidité, ça ne marche toujours pas. Si vous voulez mener une politique de la rigidité, prenez les armes. Ça marche comme ça. Parce qu'il n'y a pas une politique qui vous mette ensemble si vous n'avez pas de points de convergence. Si vous n'arrivez pas à dire, bon, au nom de ceci, je vous laisse cela. Au nom de cela, je donne ceci. Nous devons arriver à nous dire, nous avons tous des besoins, on a tous des envies, mais au nom d'une quelconque paix que nous recherchons, nous cédons ceci et nous cédons cela. C'est la voie de la raison. Mais maintenant, il faut entrer dans la logique, dans cette logique pour comprendre cela. Deux personnes qui sont totalement opposées, qui se mettent ensemble, on se dit, mais par où ils vont commencer à s'entendre? Par où vont-ils commencer à s'entendre? Et là, ils se sont entendus sur le gouvernement. Déjà, ils se disent, bon, on aura un gouvernement. Mais qui perdra, qui gagnera? En réalité, ils se disent, personne ne gagne, personne ne perd. Mais on sait tous qu'il y a quelqu'un qui a perdu. Peut-être, si pas tout, mais un peu quand même, de beaucoup de son épaisseur. C'est l'UDPS. Et donc, ils vont avoir beaucoup plus de députés, beaucoup plus de ministres, et pas nous. Ça se comprend dans la logique du nombre, dans la logique de autre chose, mais cette logique, cette réflexion n'est pas prise en compte dans une autre sphère de réflexion. Si nous allons voir le poids politique, nous allons voir le combat, la lutte et tout, ça peut rentrer dans autre chose. Mais dans un combat, on ne prend pas tout en même temps. L'immédiateté, surtout la victoire de l'immédiateté, ne paye toujours pas. Dans un combat politique, c'est la durée qui compte, c'est le temps qui compte. Ce n'est vraiment pas l'immédiateté. Ce n'est pas gagner tout de suite et maintenant. Parce que quand vous gagnez tout de suite et maintenant, l'adversaire qui a vaincu, attention, il peut vous donner l'impression d'avoir été vaincu. Mais en réalité, il se recoqueville, il travaille à l'intérieur. Et quand il reviendra, ça sera une force que vous n'allez pas peut-être dompter. Et donc, il faut finalement aller élever les débats jusqu'à ce point-là. Quand nous arrivons à deux forces qui sont opposées dans le fond, on leur laisse beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour trouver des solutions. Mais il y a ici un élément important. Les évidences devant lesquelles M. Ilukamba doit faire face, il y a des impératifs. La société est pratiquement par terre. Il faut la reconstruire des fonds en comble. Maintenant, comment on va faire quand on a ici les besoins du peuple, quand on a ici des complications terribles, quand on a ici des sérieuses difficultés du peuple, et mais de l'autre côté, vous avez aussi des appétits à satisfaire. On se pose la question, comment on va arriver à le faire? Et M. Ilunga Nkamba, je n'envie pas son poste en ce moment. Je n'envie pas son poste parce qu'il est le seul à savoir le coup de fil qu'il a. Il faut qu'il arrive à satisfaire M. Kabila, dans le FCC. Il faut qu'il arrive à satisfaire l'UNC, l'UDPS, ça dit le cash. Mais il y a aussi un autre élément, c'est le clan Bahati.
il y a le clan Bahati qui réclame le quota, il y a la société civile qui réclame les quotas, il y a les confessions religieuses et tout le reste qui aussi à un moment donné réclament leur quota. Il y a un moment, il faut dire aussi qu'il y a aussi cette communauté des intellectuels congolais qui veulent aussi, ou qui veut aussi être intéressés, être appelés. Donc, au regard de toutes ces choses, mais nous n'avons que 65 postes, qui prendre, qui ne pas prendre, qui nommer et qui doit attendre. Devant toute cette kermesse des demandes, M. Ilunga doit se dire, qu'est-ce que je dois faire? Le FCC a envoyé la liste, je la lirai dans la deuxième partie, parce qu'on en parlera de noms. L'UDPS, le Cash a envoyé 3 noms dans chacun. Mais alors, vous allez vous rendre compte comment ça va se passer. Ici, il faut dire, ce n'est pas au Premier ministre de faire le choix des ministres. Ce n'est pas à lui, malheureusement. Il peut le faire, mais c'est lui qui entérine, c'est lui qui décide la dernière signature, ce monsieur Félix Tshisekedi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on propose 3 noms, le Premier ministre dans son bureau, ils vont étudier les dossiers et voir qui vont être sélectionnés. Et les sélectionnés là, le président en aura besoin. Et le président peut dire, non, le monsieur ici, pas lui, trouvez quelqu'un d'autre là-bas. Le monsieur ici, ce n'est pas ça, trouvez quelqu'un d'autre là-bas. Donc, en fait, c'est comme ça. Maintenant, le Premier ministre se pose la question, comment je fais? Si moi, je suis d'accord avec telle personne du FCC et que le président n'est pas d'accord avec, est-ce qu'il faut que je rentre encore au niveau du FCC, demander à ce gens-là, redonnez-moi encore un autre nom? Parce que le président n'a pas aimé, le président n'est pas d'accord avec ce nom-là. Il a refusé autant de noms. C'est quoi la bonne méthode? Est-ce que la bonne méthode, c'est de laisser au président le soin de faire le boulot? Mais est-ce que si c'est à lui de faire le boulot, constitutionnellement, ce n'est pas lui qui devrait le faire. Mais il y a certainement des contours que l'on prend, pas pour violer la loi, mais essayer de lire entre les lignes pour trouver la solution. Ça veut dire, on dit au président de la République, nous te ramenons les noms des gens. La liste, par exemple, au lieu de 65 personnes, on vous donne 200 noms. 300 noms, parce que c'est 3 par nom. On fait 3 multiplié par 6, vous savez ce que ça peut donner. Donc, on peut avoir une genre de 180, peut-être 200 noms. Bref, on amène au président le 200 noms. Et celui qui voit. Alors, dans le 200 noms, il faut qu'il sorte 65. Mais ce qui est vrai, c'est que quand il sort les 65 personnes et qu'il le remet au Premier ministre pour approbation, le Premier ministre ne va pas dire tout de suite j'approuve. Non. Parce que s'il le fait, il y aura un problème. La logique, sinon la réflexion politique, veut qu'il amène encore le Bosch en question. En ce qui concerne ceux du FCC, je suis bien précis, il amène encore à leur autorité morale pour voir, voici les annotations du président. Le président estime que telle personne, eux, ils valent à ce poste-là, mais pas les autres. Alors, le leader du FCC, le patron de la majorité parlementaire du FCC, va être devant un DM en disant, bon, ok, pourquoi il a refusé tel et lui? Le président va faire des annotations. Il va faire des annotations, il va faire des remarques. Il va dire, je ne veux pas de tel parce qu'il était impliqué dans ceci, dans cela. Je ne veux pas de tel parce qu'il était dans ceci, dans cela. Et en ce moment-là, quand le président, le sénateur Kabila se renda compte qu'on lui a remis une ébauche avec des annotations, donc ce ne sont pas des frustrations, sinon des remarques subjectives, mais plutôt objectives, il va dire, ok, on est d'accord avec cette liste, allons-y avec. Et vous avez un gouvernement, Oyoboyokani, où vous êtes entendu. Je crois qu'à ce moment-là, on peut dire, ok, on est d'accord sur la question. Donc, il y a aussi des appétits à satisfaire de tous les deux côtés. Mais un élément important, mesdames et messieurs, c'est aussi les enjeux à comprendre. Il y a des enjeux, il y en a 3, de 3 ordres. Il y a les enjeux nationaux, il y a les enjeux régionaux, et puis il y a les enjeux internationaux. Je voudrais ici parler des enjeux nationaux, régionaux, et puis internationaux. Par enjeux nationaux, qu'est-ce que j'entends? Vous avez la dynamique du peuple congolais. Vous avez ce peuple qui, non seulement a faim, vous avez ce peuple qui, non seulement est humilié, mais ce peuple est meurtri. Ce peuple est mort dans son éducation, dans sa santé, dans sa spiritualité, dans sa psychologie, dans son logement, dans son social. Et même dans sa capacité de rendre des bons jugements, disons la justice. Les secteurs de la vie quotidienne au Congo, ces secteurs-là ont été détruits. Détruits par une mauvaise gouvernance telle qu'on a vécu à l'époque. Ça veut dire les choix que nos autorités de l'époque ont eu à prendre, ou à faire, pardon, c'était des très mauvais choix qui nous ont amenés là où nous sommes. Et maintenant, ça a créé le scepticisme, sinon le refus au sein du peuple. Ce peuple ne veut plus,
où ce peuple a, d'une manière ou d'une autre, avorté la logique de l'alliance FCC et Cash. Ça, c'est une évidence qu'il ne faut pas refuser. Le peuple congolais, dans son ensemble, on va dire pas globalement, mais une bonne partie de la société ne veut même pas entendre parler de la coalition Cash-FCC. Les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas parce que les gens se disent, mais nous avons en face de nous ceux qui nous ont détruits, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont mal géré le pays. Nous ne pouvons pas les reprendre, les replacer dans la gestion. Oui, mais ce peuple qui crie comme ça, c'est ce peuple qui n'a pas intégré la notion d'une république dans laquelle on se trouve. C'est ce peuple qui ne connaît pas le rouage de notre politique, de notre système fonctionnel même. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la majorité parlementaire aura forcément une pression à faire sur le pouvoir qui sera mis en place. Et que si M. Félix Tshisekedi dit « je vais nommer mes propres ministres », il doit penser il doit penser à la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est une décision extrêmement difficile, dangereuse, et très dangereuse même. Donc finalement, on se rend compte que le peuple en question, qui est très fâché, ce peuple est, c'est vrai, fâché, ce peuple a, c'est vrai, raison, mais le peuple a été piégé depuis très longtemps par d'abord une constitution en 2006 qu'il n'avait pas maîtrisée. Deuxièmement, le cycle électoral qui se sont succédés, il n'était toujours pas au courant. Et troisièmement, la dernière élection a été pour lui une sorte d'arnaque. Et ce peuple a été piégé depuis ce temps-là. Au lieu de faire comprendre à ce peuple-là, les leaders d'opinion, devraient en principe faire comprendre à ce peuple la logique des choses. Nous, on n'a pas fait cela. Nous sommes tombés dans le populisme. On a voulu exciter la colère des gens pour les empêcher de réfléchir convenablement et de dire que le problème qu'il y a là, c'est un problème naturel qui arrive, c'est un problème normal. Ça ne devait que se passer de cette façon-là parce que voici là où ça vient. On a empêché aux gens de réfléchir profondément sur la question. Ce refus du peuple vient de sa souffrance. Le refus du peuple vient de sa maltraitance. Le fait que le peuple est maltraité, que le peuple n'est pas pris en compte, ça crée des frustrations. Et ce peuple-là s'est retrouvé dans ces conditions-là. Et donc, le défi national, le défi des nationaux, c'est d'abord convaincre ce peuple, enseigner ce peuple, dire à ce peuple-là, dire à ce peuple comment les choses devaient se passer. Si les choses étaient bien, comment ça devait se passer. Si on avait maîtrisé la tricherie à l'époque, on ne serait pas là aujourd'hui. Si le peuple avait décidé de voter pour des gens bien au niveau des assemblées nationales et au niveau des assemblées provinciales, on aurait peut-être changé beaucoup de choses. Si le peuple aussi avait dit non déjà au début, avec cette histoire d'élection et tout, peut-être qu'on ne serait pas là. Donc, il y a une part du peuple, c'est vrai qu'il faut dire que vous êtes responsable de cela, mais en même temps, il faut dire que l'enjeu, le plus grand enjeu, c'est d'abord gagner la confiance de ce peuple-là. On ne peut rien réussir sans la confiance de ce peuple-là. Il faut que le peuple congolais adhère à la gouvernance de Fachi. Si le peuple n'adhère pas à la gouvernance de Fachi, le peuple va opposer à ce gouvernement un échec, tout simplement. Parce que le peuple ne sera pas là. Le peuple ne va pas s'intéresser à cela. Et le peuple va se mettre à détruire tous les plans et toutes les belles initiatives qu'on aura à mettre. Parce que le peuple ne se sent pas intéressé dans la question. Ça, c'est au fait cela. Il y a aussi cette volonté d'arrêter M. Kabila. Il y a aussi cette volonté d'exclure totalement les gens du FCC. Ça, c'est une volonté d'une partie du peuple. Mais il faut rationaliser maintenant cette volonté-là. Et faire comprendre au peuple congolais que cette volonté que vous avez est impossible dans la logique de nos lois. Si réellement vous tenez à ce qu'on arrête M. Kabila pour que ça puisse vous apaiser, en ce moment-là, suivez les voies judiciaires. Portez plainte contre lui, accusez-le de ce que vous croyez. Encore qu'il faut avoir des preuves et des éléments probants, des éléments probants qui pourront vous aider, n'est-ce pas, à asseoir une belle accusation à l'international. Parce que national, ça ne marchera pas avec la justice sur tout cet appareil que nous avons. Si ce sont les gens du PPRD ou du MLC ou je ne sais pas moi de qui que vous ne voulez plus voir, essayez de vous constituer en groupe ou en regroupement, en association ou en collectivité et porter plainte de façon unanime. En ce moment-là, la communauté internationale est menacée, est dérangée, est activée par une clameur d'un État. Ou alors tout simplement, essayez de faire confiance en disant, bon, on fait confiance à Fachi, on le laisse une année, on le laisse 2 ans et voir ce que ça va donner. Si nous continuons toujours à sentir la pression du FCC sur lui, on va dire, ok, ce que vous ne voulez pas changer parce que vous avez tous les leviers pour vous défaire un peu de ces gens-là.
Ça, c'est un élément important. Mais il y a aussi peut-être des petites questions qui doivent être posées. C'est aussi le fait de savoir, est-ce que le président Félix Tshisekedi a déjà dit qu'il était mal à l'aise par le pouvoir de M. Kabila? Est-ce qu'il a déjà dit qu'il était dérangé par la pression de M. Kabila? Bon, ça c'est une question. Mais une autre question voudrait aussi savoir, est-ce qu'un président devra le dire? Est-ce que ça ne peut pas se sentir? Est-ce que le peuple ne peut pas comprendre tout de suite qu'il y a un besoin criant de la rupture afin que le peuple intervienne? Peut-être. Ce sont des questions que l'on doit devoir se poser. Il y a encore un autre enjeu régional. L'enjeu régional ici, c'est l'intégration de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'avoir un réseau routier qui permet ce réseau qui permet à relier l'Afrique du sud de l'Afrique au nord de l'Afrique en passant par l'est et l'ouest de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'un réseau routier, des viaducs, de sauts de moutons, des autoroutes. On a besoin de cela. De ponts de grande envergure reliant des villes aux autres villes, reliant des capitales à d'autres villes. Toutes ces choses sont très importantes. Mais vous savez, pour qu'on réussisse l'intégration africaine, on doit d'abord réussir l'intégration de chaque pays. Il faut d'abord que le Cameroun soit relié lui-même, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, avec des ponts, des autoroutes, des viaducs et un réseau d'infrastructures assez important et imposant, et surtout moderne. Nous avons de la même manière besoin que la Côte d'Ivoire soit reliée du nord au sud, de l'est à l'ouest, où l'on peut quitter le point A au point B en utilisant la voie terrestre sans forcément utiliser l'avion ou le fleuve. Nous avons besoin aussi que le Sénégal soit la même chose, que le Sénégal et les autres. Parce que si l'Afrique entière a ça comme réseau routier, on va lever les barrières, la circulation sera libre, les douanes vont être compétitives, elles vont perdre un peu. Parce que quand vous avez déjà ouvert la porte à droite et la porte à gauche et que vous maintenez une douane beaucoup plus forte, eh bien vous allez vous plomber parce que tout le monde ira de l'autre côté. Donc il y a ici possibilité et nécessité même de trouver, de répondre à la question, je veux dire, régionale. Et cette question régionale passe aussi par la paix. Mais le gouvernement qui sera mis en place en ce moment doit répondre à ces questions-là. Le Congo, disons l'Afrique, attend un gouvernement congolais sérieux. Ce gouvernement qui prendra en compte la question de la géopolitique africaine, la question de la géoéconomie africaine, la question de la position stratégique africaine et surtout congolaise pour apporter un surplus dans notre gestion de tous les jours. Donc, M. Ilunga Nkamba n'a pas que besoin de servir les Congolais, mais M. Ilunga Nkamba a besoin de servir un peu l'Afrique. Parce que le Congo, c'est le déclencheur du bonheur et du développement de l'Afrique. Quand on aura des politiques assainies ici, des politiques correctes et réfléchies ici au Congo, ça donnera l'impulsion dans les 9 pays voisins et les autres pays vont prendre par l'effet domino. Il faut donc ici intégrer la logique des enjeux régionaux. L'énergie, c'est nous le Congo. Les terres arables, encore nous le Congo. Le potentiel agricole, c'est encore nous le Congo. Le potentiel pétrolier, c'est encore nous le Congo. Le potentiel en termes de diamants, manganèse, ainsi de suite, c'est nous au Congo. Le potentiel en termes de manioc, en termes de textile, en termes de café, des pharmacies, c'est encore nous au Congo. Bref, on est un peu la réponse à tout. Et il faudrait que le gouvernement qui sera mis en place soit un gouvernement qui prendra en compte les enjeux africains. Les enjeux africains. Pourquoi pas le Congo proposera une justice internationale? Mais avant de proposer une justice internationale, vous devez d'abord vous-même être un exemple de la justice. Et pour être exemple de la justice, vous devez avoir un gouvernement qui favorise l'intégration des bons juges, le recrutement des bons juges et la mise à l'écart de faux juges et de faux magistrats. Il faut donc un gouvernement des responsables. Et voilà pourquoi M. Ilunga Nkamba a l'obligation de travailler dans cette optique-là, dans cette vision de changer les choses. Et donc ça, c'était les aspects régionaux. Et puis on va terminer avec un autre point, c'est l'aspect des enjeux internationaux. Les enjeux internationaux, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas faire votre politique, et surtout en Afrique, aujourd'hui, sans l'aide de l'étranger. Il est vrai que nous pouvons réussir à le faire ici chez nous, avec tout ce que nous avons, mais vous aurez besoin d'argent. L'argent, on peut encore le trouver aujourd'hui. Moi, j'ai un plan qui peut nous sortir de cette situation sans prendre un seul sou de l'étranger. Oui, juste avec nos ressources ici, et c'est juste de comprendre les enjeux comme il faut,
de définir convenablement le secteur informel, de redéfinir le secteur formel, de maîtriser un peu les exonérations et bien d'autres choses, essayer d'équilibrer avec une justice forte, une justice de rigueur et une justice participative, sinon, si vous voulez, coercitive, ça peut encore beaucoup marcher et nous pouvons récolter beaucoup plus d'argent que jamais. La douane, pendant 18 ans, elle n'a jamais enregistré autant de recettes comme c'est le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre leadership, quelqu'un qui a dit « je ne veux pas voir ceci, il y a des assignations à atteindre, si vous ne les atteignez pas, eh bien vous partez ». Et on a vu la douane faire cela. Donc si la douane peut faire ça, donc tous les autres secteurs régénérateurs de ressources dans notre pays peuvent faire la même chose. Il suffit juste d'un leadership si nous voulons que les choses changent convenablement. Mais il y a aussi une dimension beaucoup plus importante, c'est la dimension politique internationale. Nous devons définir une politique internationale convenable. Et on réussira à le faire quand on définira notre politique des affaires étrangères. Voilà pourquoi les affaires étrangères, qui sont entre les mains des Cash, doit présenter des gens outillés, des gens formés, des gens cultivés par la dynamique, surtout internationale. Aujourd'hui, le vent va où? Aujourd'hui, le développement vient de quel côté? Le réveil économique, le réveil de l'infrastructure, le réveil du développement, on veut bien ne pas le croire, mais c'est l'Asie qui incarne aujourd'hui le réveil. Et l'Asie incarne le réveil, mais avec tous les appétits gloutons aussi de celui qui vient de se réveiller. Alors, il ne faudrait pas aller dans des réunions, dans des contrats avec l'Asie, avec les particuliers asiatiques. Je propose par contre qu'on essaie de traiter avec les pays asiatiques. Pas les milliardaires chinois et tout le reste. Je voudrais qu'on traite des contrats, qu'on fasse des contrats avec les Chinois eux-mêmes, avec les Indiens. Ça veut dire la Chine, l'Inde, le Pakistan, Corée. Il ne faudrait pas qu'on aille avec des Indiens ou avec des Coréens ou avec des Chinois qui n'ont rien à voir avec leur pays, qui viennent de façon individuelle. Non. Pour que ça marche, il faut qu'on ait des coopérations sérieuses chez la Chine, l'État chinois et l'État congolais. Parce qu'en réalité, nous avons 80 millions, on parle de 90 millions d'habitants. Il y en a même qui parlent de 100 millions d'habitants au Congo. Ce nombre peut doubler avant 2045. On peut doubler avant 2045. Donc, on peut avoir comme ça 200 millions, 300 millions à l'horizon 2050. La Chine, c'est vrai, a aujourd'hui une sorte de 1 milliard. Et si nous traitons avec la Chine, on va traiter en termes de poids de la démographie, parce que quand on parle de l'économie, on parle des consommateurs. Et donc, nous avons autant de consommateurs, eux en ont autant de consommateurs. Donc, s'il faut traiter, traitons État par État et non particulier par particulier. Il est vrai, si les particuliers chinois veulent investir au Congo, alors qu'ils traitent avec aussi les particuliers congolais. Ou s'ils traitent avec l'État congolais, nous devons avoir le parrainage de leur pays. Et pour finalement trouver des raisons, je crois que c'est important. Je crois que c'est important parce que si nous faisons la balance, on se dit combien d'entrepreneurs congolais sont en Chine et qui traitent avec l'État chinois. Vous allez vous rendre compte que le nombre est beaucoup plus petit que le nombre de Chinois qui traitent avec notre pays ici. Donc la règle, ça va être la réciprocité, mais il faut changer la politique, notre politique internationale. On doit changer notre politique internationale. Mais notre politique internationale n'est pas orpheline. Elle doit avoir des sous-bassements. Le sous-bassement, c'est l'intégration que vous avez déjà à l'intérieur. C'est la qualité des services que vous offrez à l'intérieur. C'est la qualité de la production, la qualité de la production. Lorsque vous mesurez, le jour où on va maîtriser le mouvement export et import, quand on ne sera en mesure, nous maintenant, d'exporter nos produits, pas que d'importer, quand on va inverser la flèche, maintenant on commence à importer peu, mais on exporte beaucoup, et bien on exportera notre force, on exportera tout ce qu'on a de mieux, et ça va être une très bonne chose. Vous allez vous rendre compte que ça pourra marcher. L'Amérique, la France et les autres pays ne veulent pas de cette alliance FCC-Cash. Mais pour ne pas le dire, ils passent par autre chose en disant au président Félix, par exemple, il faut respecter les engagements. Parce que le président Félix, quand il est allé aux États-Unis, il a promis aux Américains de poursuites judiciaires contre tous ceux qui ont été impliqués dans les cas des exactions, dans les cas des tueries, dans les cas des massacres, dans beaucoup d'autres cas.
Et le président avait donné sa parole. Et donc l'Amérique attend la parole du président. L'Amérique, attend que les têtes tombent. Et vous pouvez me croire que les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber dans si peu de temps. Et quand ça arrivera, pensez à moi. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Et finalement, pour tout couronner, tout dépend de l'arbitrage du président Fachi. Ce gouvernement sera ce que M. Félix Tshisekedi voudra. Ce gouvernement réussira s'il le veut. Ce gouvernement échouera s'il le veut. Il lui faut donc le leadership, le courage, beaucoup plus de force, beaucoup plus de vivacité, de rigueur dans chaque chose, et beaucoup de choses pourront changer. Ainsi s'achève cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à la deuxième partie. Nous parlons de la sortie du gouvernement, cash FCC, de noms qui font peur, entre récompense et compétences. Je vous retrouve tout de suite. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, surtout dans vos liens, page Facebook et tout le reste. Partagez, n'hésitez pas. Merci à toutes ces personnes qui partagent nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui partagent nos points de vue. Merci beaucoup. Et ceux qui ne nous aiment pas, moi je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Tokomi à Paris, Tokomi à Lille, Tokomi à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours, Londres, Angleterre. Biso na Dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.